Un petit bout de terre au loin. Quelques coups de pagaie et bientôt la Corse deviendra un nouveau monde pour les hommes de la préhistoire. Il y a près de 10 000 ans, les quelques dizaines de kilomètres séparant la Corse de l'Italie étaient déjà à la portée des hommes. Pour atteindre l'île, une pirogue ou un radeau leur suffisait. Les plus anciennes traces de l'homme en Corse remontent à cette époque. De petits groupes s'installent alors près de la côte, comme ici à Bonifacio, sous l'abri d'Aragunazenola. Ces hommes vivent de la chasse et de la pêche. La sépulture d'une des leurs gisait dans les couches archéologiques. Baptisée Dame de Bonifacio, elle était recouverte d'ocre rouge et portait des colliers de coquillages. Dès le 6e millénaire, le mode de vie des premiers Corses évolue vers la culture des céréales et l'élevage, ce qui entraîne une forte augmentation de la démographie. La révolution néolithique est en marche. Le peuplement de la Corse s'accélère un millénaire plus tard. Les communautés agricoles s'installent à l'intérieur des terres. L'une d'elles choisit de s'établir de l'autre côté du Monte Riwinko, au nord de l'île, près du golfe de Saint-Florent. Depuis une vingtaine d'années, l'archéologue Franck Léandre explore les 4 coins de l'île, en quête de la moindre trace laissée par ses ancêtres préhistoriques. Des dizaines de milliers de kilomètres caillouteux pour accomplir une mission: faire progresser les recherches sur les origines de la Corse. Chaque année depuis 1995, ce voyage dans le temps le conduit ici, au départ de ce sentier. Tout au bout, à une demi-heure de marche, un site inestimable attend l'archéologue et son équipe. Les fouilleurs doivent traverser une partie du désert des Agriates, l'un des endroits les plus arides de l'île. Cette micro-région fut baptisée ainsi par des voyageurs anglais au début du XXe siècle. À une époque plus ancienne, avant les incendies qui le ravagèrent, ce territoire brûlé par le soleil était couvert de centaines d'hectares d'oliveraies. Arrivé à mi-parcours, Franck prend souvent le temps de s'arrêter pour observer le site archéologique. L'espace d'un instant, son esprit s'évade et se remplit d'images issues d'un lointain passé. Qui étaient ces hommes venus s'installer un jour au sommet de cette colline, la Cima di Zuarella, il y a plus de 6000 ans? Que reste-t-il aujourd'hui des hommes de la préhistoire? Au cours des millénaires, les vestiges de leur civilisation ont pratiquement disparu, recouverts par la terre et la végétation. Les archéologues doivent se contenter de fouiller les reliquats d'architecture, réduites le plus souvent aux fondations, comme cette énigmatique structure en pierre, délimitée par des dalles et des blocs dressés, qui témoignent de leur implantation au sommet de la Cima di Zuarella. Le site archéologique s'étend sur plus de 17 hectares. Des dizaines de structures de ce type, associées à des dolmens et des coffres mégalithiques, sont dispersées aux 4 coins de la colline.
certains de ces monuments sont connus depuis le 19e siècle. C'est le cas de deux dolmens, découverts en 1883 par le préhistorien Adrien de Mortillet. Le mieux conservé est situé en contrebas des fouilles en cours. Comme ceux de Bretagne et d'autres parties du monde, ce dolmen, appelé Casa di Lorco par les bergers, est associé à des mythes et légendes locales. Je ne sais pas si tu te souviens comme il était lorsqu'on nous l'a signalé, enseveli sous la végétation. Là. Mais tu sais que ce dolmen est rattaché à la légende de l'Urco. En fait, c'était la maison de l'Orque, la mère de l'Urco. Un fabuleux géant très érudit qui vivait dans la région il y a très longtemps, mais qui était très paresseux et qui, au lieu de travailler comme tout le monde, se nourrissait des repas des agriculteurs qui venaient travailler ici sur Castres. Les hommes ont essayé de l'attraper plusieurs fois, mais comme il était très rapide, ils n'arrivaient jamais à leur fin, jusqu'au jour où un d'entre eux a eu l'idée de poser une paire de bottes pleines de goudron, remplies de goudron devant la fontaine de Morello. Celui-ci, pieds nus, les voyant, les a enfilés, et c'est là qu'ils ont pu le capturer. Et la légende dit qu'à ce moment-là, pour éviter de se faire tuer, le géant aurait livré le secret de la brousse, de la fabrication de la brousse. En fait, Adrien de Mortillet avait relaté cette légende au début du siècle, et c'est lui qui avait commencé à étudier la Casa de Lurca, donc ici la maison de l'ogresse, et la Casa di Lurco, la maison de l'ogre, à Soirilo. Oui, en fait, les travaux de Mortillet n'ont pas été réactualisés sur plus d'un siècle. Et lorsqu'on est revenu ici, on s'est rendu compte sur les hauteurs du site qu'il y avait donc ces grandes structures rectangulaires sur la Cima di Soare. Avec les dolmens et les structures rectangulaires, on a développé deux axes de recherche. Un premier qui est consacré à la vie quotidienne durant le 5e millénaire. Puis un deuxième axe de recherche qui est consacré plutôt aux mégalithes. Donc tu sais qu'on est dans une région où il y a une très forte densité de monuments. Et sur le site du Monte Revink, on a la chance d'avoir toutes les catégories de monuments mégalithiques. Alors on a les coffres et les dolmens, qui sont des tombes. On a des menhirs et des statues menhirs à proximité, qui sont plutôt des monuments commémoratifs. Alors tout ça, ça rentre dans le cadre d'une étude un peu plus globale sur le mégalithisme de la Corse. Mais ce site, il apporte quand même des informations assez inédites sur ce phénomène mégalithique. Retour au sommet du site. Avant le début des fouilles, le maquis recouvrait cette partie de la colline. Mais la végétation y était moins dense qu'ailleurs, ce qui permit à Franck de découvrir de mystérieuses dalles émergeant à peine du sol. En nettoyant les abords, les fouilleurs se rendirent compte que ces blocs de pierre s'associaient entre eux et formaient des structures rectangulaires plus ou moins grandes. Franck en dénombre 34, mais elles devaient être bien plus nombreuses. La plus importante est celle-ci, plus de 30 mètres de long. Servait-elle d'habitat? D'édifice religieux? Il ne reste que les fondations. Les sols acides et granitiques ont eu raison de l'élévation. Probablement en bois. Car le bois, les ossements, toutes les matières organiques d'alors se sont dissous dans le sol. Un sol dur comme du béton qui ne facilite guère la tâche des fouilleurs. Véritables enquêteurs à la recherche du moindre indice. Les jours qui viennent vont peut-être leur permettre de répondre aux interrogations que suscite une telle découverte. Patrimonio, à 10 km au nord du Monte Revink. Au centre du village, cette statue menhir rappelle les racines préhistoriques de la région. La journée de fouille est terminée. L'équipe rejoint la base archéologique. Le moment est à la détente, car il a fait très chaud aujourd'hui. Mais pour certains, il est difficile de rompre avec la fouille. Franck et ses collaborateurs examinent les objets recueillis, comme cette meule en granit et cette molette. En la frottant sur la meule, on broyait les grains de céréales pour obtenir de la farine. La présence de tels vestiges sur un site où vivaient des agriculteurs du néolithique n'a rien d'étonnant.
première vue. Ce soir, les archéologues se réunissent pour faire le point sur les constructions rectangulaires dont l'ampleur est inédite en Méditerranée. Donc sur l'ensemble du site, on a une trentaine de structures qui couvrent de vastes espaces. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? À quoi ça peut correspondre? Pour moi, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est d'arriver à voir si ces structures ont pu fonctionner simultanément. Donc en gros, si elles peuvent former un ensemble homogène qui pourrait par exemple constituer un village. Parce que, en ce qui me concerne, je pense plutôt que ces structures, ce sont des habitats. Alors, on a quand même beaucoup d'éléments en ce qui concerne les techniques architecturales, le type de construction, le type de calage, la disposition, leur organisation sur le plateau. Tout ça, ça nous donne une impression et beaucoup d'éléments qui vont vers une homogénéité de toutes ces structures et qui donc plaident a priori pour une organisation de type villageoise. Maintenant, il y a aussi Autour de Franck, les autres spécialistes de l'équipe semblent d'accord avec cette hypothèse. Frédéric Demouche notamment, qui étudie les outils trouvés dans les structures. On a énormément d'outils en pierre taillée et c'est principalement fait à partir de quartz. Les filons de quartz sont directement sur les structures et on peut voir qu'ils ont été débités au sein des structures et aux abords. Et à propos de la céramique, qu'est-ce que tu dis? Outre des outils en quartz, des meules comme celles trouvées dans la journée, le sol des structures contient des fragments de vases en céramique. Malheureusement, la céramique, elle est très morcelée, donc on n'a pas de grands récipients. Mais malgré tout, avec les restes qu'on a, on peut dire que vraisemblablement, on aurait des vases de stockage qui seraient liés directement à la fonction de ces structures. Donc, structures vraisemblablement domestiques. On a quand même quelques certitudes sur l'ensemble de ces structures, mais il reste quand même beaucoup de travail à accomplir pour mieux les interpréter. La nuit porte conseil, a-t-on coutume de dire. Dès leur arrivée sur le terrain, le matin suivant, les archéologues poursuivent leurs investigations. Pour l'instant, pas minimisé. Pour Christophe, l'absence de parements sur le contour des structures indique des entrées, de forme parfois étrange. Donc ça fait des décrochés, enfin un peu des chicanes si tu veux, tu vois, avec cette dalle ici, enfin cet ensemble de dalles par rapport à celui-là qui se décroche et qui forme une entrée finalement qui est très réduite, tu vois. C'est difficile d'imaginer un homme qui passe par là pour rentrer dans la structure. Un homme, non. Une chèvre ou un mouton, probablement. L'entrée devait déboucher sur un enclos. Rien d'étonnant, car de nos jours encore, dans les sociétés agro-pastorales comparables à celles du néolithique, il n'est pas rare de voir cohabiter ainsi hommes et animaux. À quoi ressemblaient les murs des maisons? Ces grandes dalles, débitées et régularisées sur place, constituaient les soubassements. Elles servaient à caler des poteaux recouverts d'une couche de branchage, en guise d'isolation. Le bois ne s'est pas conservé, mais l'emplacement des poteaux est indiqué par des trous dans le sol, comme ici en plein centre de la structure. À l'intérieur de l'habitat, le sol était recouvert d'un empierrement bien visible dans les autres structures de la Cima di Zoarel. Cette pierre plate en cours de dégagement provient d'un dallage de ce type. Les habitats les plus importants étaient cloisonnés. Outre un enclos, ils englobaient plusieurs espaces destinés au repos, à la cuisine ou à l'artisanat, en particulier à la taille des outils en quartz. Effectivement, il y a beaucoup d'éclats de quartz. Là, tu en as un ici, tu en as deux autres là, encore un petit là, un gros fragment. Puis peut-être ce qui est un nucléus là-bas. C'est le bloc d'où on tire les éclats. Puis sa position verticale, comme ça, c'est pas normal. On dirait que c'est un élément qui a été jeté là. C'est peut-être une zone qui correspond à une poubelle de tous les éclats de quartz qu'ils ont pu faire, tous les débris, ils les ont rejetés ici. Des débris par milliers, car la taille du quartz n'est pas facile. Elle génère beaucoup de déchets, bien plus qu'en travaillant le silex ou l'obsidienne, matériaux quasi absents des environs. Voilà, du déchet et puis l'éclat.
retrouver les gestes des tailleurs de pierre des Agriates. C'est l'objectif de Frédéric Demouche. Il pousse l'expérimentation jusqu'à reconstituer les outils fabriqués avec les éclats les plus tranchants. Je colle les petits éclats de quartz sur le corps de la faucille, les uns derrière les autres, de manière à obtenir une grande longueur de tranchant. Cet outil servait à moissonner les céréales. Les préhistoriques devaient tenir les épis d'une main et cisailler les tiges par en dessous. On a retrouvé d'autres types d'outils à l'intérieur des structures, tels que des haches polies dont voici une réplique, qui servaient au travail du bois, mais aussi peut-être au travail de boucherie, et qui donc sont bien en accord avec les activités domestiques qui devaient se dérouler sur les structures. Le sol des habitats contient d'autres précieux vestiges de la vie quotidienne. Cet objet plat n'est pas une pierre mais un fragment, un tesson de céramique. Avec d'autres, il formait un récipient, un bol ou un vase de terre cuite. Quelques jours plus tard, son analyse par le laboratoire de géologie de l'université de Corté va permettre de déterminer la provenance de l'argile utilisée par les potiers néolithiques. Au préalable, il faut réduire le tesson en lamelles pour pouvoir l'observer au microscope. Les minéraux et roches contenus dans l'argile apparaissent alors à l'écran. Donc là, on peut voir un agrégat de quartz, de biotite et un plagioclase. Ce sont des éléments qui montrent que vraisemblablement, les potiers sont allés à proximité de leur habitation pour chercher l'argile dont ils avaient besoin. L'argile provenait peut-être de ce petit filon, en contrebas du village néolithique. Hélène Paolini en prélève régulièrement pour ses expérimentations. On rajoute de l'eau. La technique de la céramique a été inventée au début du 7e millénaire avant Jésus-Christ. Mais elle n'apparaît encore que 1000 ans plus tard. Pour obtenir un petit bol, les potiers de la Cima di Zoarel creusaient un trou dans l'argile, puis l'élargissaient progressivement. Avec un galet, ils prenaient soin de régulariser les contours. Enfin, après un temps de séchage, ils polissaient les parois avec un coquillage. Voilà, donc une fois le polissage terminé, il faut bien laisser sécher la poterie avant la cuisson. Alors voici un récipient cuit. Alors nous pouvons observer donc la couleur qui est plutôt dans les tons orangés bruns, ce qui signifie que la poterie a été cuite avec des entrées d'air en atmosphère oxydante, avec des coups de feu que l'on observe, des taches plus grises, qui montrent que le vase a été en contact avec les zones de combustion. Donc voilà, un vase qui peut ressembler aux productions des hommes préhistoriques qui ont vécu sous le Montérévinque. Une vaisselle et des outils en quartz qui nous projettent dans le temps. Il y a plus de 6000 ans. Il a fallu probablement plusieurs semaines aux hommes de la communauté pour construire ce grand habitat, au centre du village. À cette époque,
Le sommet de la colline grouillait de vie. Imaginez, des enfants s'amusent avec un chien. Une vieille femme et sa fille préparent de la farine. Le jour décline. Un berger fait entrer son bétail dans l'enclos, tandis qu'un groupe revient de la chasse. Pour moi, tu vois, avec l'ensemble des éléments qu'on a maintenant au niveau de l'architecture, hein, bon, là on fouille le caisson E qui est ici, mais également avec l'ensemble du mobilier, etc. Bon, on a quand même beaucoup d'éléments qui convergent vers une interprétation comme un habitat. Hein. Oui, je crois que ça fait plus aucun doute. Seulement, il y a un petit problème. Regarde, reprends le plan d'ensemble du site. Sur l'ensemble du site, comme dans le secteur de la structure 5, on a des monuments qu'on peut assimiler à des monuments funéraires, des coffres, hein, puisqu'ils sont fermés sur leurs quatre côtés. Voilà, ici, avec un petit caisson associé. En tout cas, on aurait donc en effet des habitats et vraisemblablement des structures funéraires qui peut-être se mettent en place en même temps. Bon, c'est des associations qui existent hein, pour ces périodes-là, Oui, hein, sur le continent, dans le sud de la France notamment. Oui, ça existe. Et en Corse, on a des exemples ou pas? Ça existe à Vascolacci aussi. Les habitants des Agriates ont construit des tombes en coffre aux abords de leur maison. Le voisinage des défunts devait avoir une importance capitale dans leurs croyances. La Cima di Zoarella compte une douzaine de tombes. La mieux conservée est située près du dolmen de la Casa di Lorcu, à quelques centaines de mètres à l'ouest du grand habitat. La fouille de ce dolmen débutera dans quelques jours. En attendant, Franck vient prendre quelques notes sur la tombe en coffre. À l'origine, elle était incluse dans un tumulus, un grand amas de pierres en forme de cône. Mais ce qui intrigue l'archéologue, c'est la présence d'un alignement de pierres dressées à proximité. La forme de ces blocs rappelle les alignements de menhirs les plus anciens de Corse. À moins qu'il ne s'agisse d'un système de calage soutenant une architecture beaucoup plus complexe. Il faudra quelques années de fouilles pour conclure. Vers le milieu du 5e millénaire, les premières communautés agricoles de Corse éprouvent un besoin de spiritualité. Comme partout en Europe, cela se traduit par l'émergence de lieux de culte et la construction d'architecture mégalithique. Menhirs et dolmens se multiplient, en particulier dans le sud de l'île. Le site le plus représentatif se trouve sur le plateau de Caoria, dans les environs de Sartène. Découvert par Prosper Mérimée au milieu du XIXe siècle, Rinadio est composé d'une centaine de menhirs. Depuis 1994, l'équipe d'archéologues dirigée par André Dana étudie l'organisation d'un mystérieux ensemble mégalithique. Le site mégalithique de Rinadio recèle deux sites. Le premier site, c'est celui finalement sur lequel nous nous trouvons là tout de suite maintenant, c'est-à-dire les pierres dressées que l'on voit, ces petites pierres dressées qui en fait dépassent du sol d'une trentaine, une quarantaine de centimètres, mais qui sont très enfouies. Ce site mégalithique, son architecture, constituée en fait de deux fils qui convergent vers un très grand menhir que l'on voit ici. Ce grand menhir est lui-même inclus dans une autre petite file qui est légèrement en arc de cercle. Et cet ensemble de pierres dressées a été daté par le carbone 14, c'est-à-dire à partir de charbon de bois, des alentours de 4500-4400 avant Jésus-Christ. Il y a un second monument qui s'est établi par la suite, qui est le monument de menhir de grandes stèles que l'on voit ici, mais qui est venu se juxtaposer. Et il l'a en partie détruit. Les grands menhirs comme celui-ci, comme ceux qui sont derrière moi, eh bien, ont été implantés aux alentours de 2500-2000 avant Jésus-Christ.
Ces grands menhirs formaient 4 fils parallèles. Bon nombre sont couchés ou détruits. L'alignement le plus long est aussi le mieux conservé. Il témoigne à lui seul de l'ampleur du monument originel, dont la durée de fonctionnement s'est étalée sur 3 millénaires. Quelle était la signification de ces pierres dressées pour les anciens hommes? Pour André Dana, c'est la situation même du site qui apporte des éléments de réponse. Comme la plupart des alignements de menhirs de la région, Rinadio est implanté à proximité d'une source d'eau en activité il y a près de 6500 ans. Les phénomènes naturels nourrissaient alors les croyances des néolithiques. Dans le courant du 2e millénaire, la forme des menhirs s'affine et tend vers la silhouette humaine. À 300 mètres seulement de Rinadio, les statues menhirs de Stantare se dressent dos au couchant, une constante pour ces monolithes. À cette époque, l'image du guerrier émerge de la pierre, et avec elle, la représentation d'attributs caractéristiques. Épée et casque. Les coiffes bombées présentent des trous de chaque côté destinés à recevoir des cornes de bovinet, à l'image des casques de guerriers de l'âge du bronze. Ces monolithes étaient probablement peints, car on a découvert dans les sols un godet imprégné d'ocre rouge. Taillées dans le granit, les statues menhirs de Stantare ont subi l'usure du temps. Et le droit 0,7. Depuis 2001, elles sont mesurées et étudiées en détail afin de mieux comprendre le travail des sculpteurs. En s'appuyant sur les travaux des archéologues, la collectivité territoriale de Corse met tout en œuvre pour conserver ces monuments. Elle compte les restituer au public prochainement, en respectant l'ambiance particulière des 2 sites, Stantare et Rinadio. Je pense que nous devons respecter les deux atmosphères qui sont complètement différentes. Bon là, ici, on a des arbres, c'est un endroit un petit peu magique. Tu vois, c'est plutôt une promenade. Hein, les visiteurs s'y promènent. Alors que à Stantare, c'est un peu différent, avec ces grands monolithes, ces alignements un petit peu secs qui ressurgissent comme ça. Et donc, c'est à nous de vraiment mettre en valeur ces 2 personnalités mégalithiques, si je puis dire. Mais quelle était la fonction exacte de ces statues menhirs? Philitosa, un peu plus au nord. Ici comme ailleurs, à l'âge du bronze, en Corse, en Sardaigne et dans la plupart des îles de la Méditerranée, les hommes se retranchent sur les hauteurs. Autour des habitats, ils construisent d'épaisses enceintes cyclopéennes aujourd'hui en ruine. Mais Philitosa est surtout connu pour son étonnante concentration de statues menhirs, érigées à proximité des habitats. Sur certaines,
on peut encore observer la représentation de cuirasses. Ces sculptures rendaient hommage aux guerriers les plus valeureux. À cette époque, les conflits, liés au renforcement des échanges commerciaux, se multiplient en Méditerranée. Les statues menhirs armées de Corse ont longtemps été associées au mythe des peuples de la mer. Les légendaires mercenaires chardanes représentés sur les bas-reliefs égyptiens. Cette hypothèse est aujourd'hui abandonnée. Retour dans les Agriates, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Monte Rewinko. Tout là-haut, au bout de ce chemin tumultueux, le col de Mamouchi. Franck et l'un de ses assistants profitent d'un jour de pause pour nous conduire vers cet endroit vanté qui surplombe la plaine de Casta. Le plateau du Capo Gastinco, on peut observer au loin le site en cours de fouille. Mais cet endroit a d'autres intérêts et non des moindres. Les hommes de l'âge du bronze y implantèrent un alignement de menhirs comparable à ceux de Filitosa, ou Stantare, mais cette fois-ci au nord de l'île. Au cours des millénaires, ces monolithes perdirent leur fonction sacrée et servirent à bien d'autres usages. Alors, tu vois, c'est un site qui était anciennement connu, mais il y a quelques années de ça, sur le col, il y a eu des travaux avec un tractopelle. Et ces travaux ont mis au jour, dans le mur, un beau buste de statue menhir. Bon, ce buste a été volé, hein. Par contre, il reste toujours à la base du mur tous ces menhirs là, qui s'alignent. Tu as pu en dénombrer combien? Alors on en a dénombré une quinzaine de fragments. Et puis surtout, on a dénombré 5 fragments de statues menhirs. Une tête, un buste aussi. Et parmi les menhirs, tu as quelque chose de particulier. Sur celui-ci, là, tu as des microtaphones qui ont été régularisés. Mais ces monolithes n'étaient pas isolés. Il y a quelques années, l'archéologue Jacques Magdelaine a découvert à proximité des tombes en coffre et des cercles de pierre, ayant pu servir de zone d'incinération ou de décharnement. C'était une grande première pour le nord de l'île. Un alignement de menhirs était clairement associé à des monuments funéraires, preuve de sa fonction sacrée et de son rôle au sein de rituels à jamais inconnus. Les guerriers de granit de Mamouchi regardaient autrefois en direction du Monte Rewinko. Dans les croyances des hommes anciens, ce vis-à-vis n'avait rien de fortuit. Franck en était certain. Cette conviction profonde le poussa un jour à explorer les flancs et le sommet du Monte Rewinko. Car il était probable que cet imposant relief ne laissait pas insensibles les habitants de la Cima di Zoarel, vivant à ses pieds. Au sommet, à près de 300 mètres d'altitude, une nouvelle découverte confirma cette intuition. Les hommes de la préhistoire étaient bienvenus jusqu'ici malgré une ascension difficile. Mieux encore, ils avaient érigé un dolmen, au prix de mains efforts. Voilà, on est sur le 3e dolmen du site, qui a des dimensions beaucoup plus modestes que les autres, hein. Bon, bien sûr, il a perdu sa dalle de couverture. Alors tu vois qu'on n'est pas placé n'importe où, on est donc au sommet du Monte Rewinko. On domine le golfe de Saint-Florent d'un côté, puis on domine le site néolithique de l'autre côté. Donc on est bien inclus ce site est bien inclus dans le maillage de monuments mégalithiques des Agriates, hein. C'est ces monuments qui sont placés sur des cols, des cheminements, à proximité de sources. Tout ça pour marquer l'appropriation du territoire. Ce monument, il n'est pas isolé. Il y a un monument, un véritable, lui qui est un menhir clairement attesté, qui se trouve juste dans l'axe là. Tu vois ce bloc qui sort de la végétation là, hein, qui sort de l'arbousier. Donc ça, c'est vraiment un menhir qui fait face à Saint-Florent.
L'édification des mégalithes du Monte Reuinco, des statues menhirs de Mamouchi et d'autres monuments des environs ne s'est pas faite en un jour, bien au contraire. Il aura fallu plus de 3000 ans, depuis le milieu du 5e millénaire jusqu'à l'âge du bronze, pour les voir baliser ainsi le paysage. Le plus ancien de ces mégalithes se trouve peut-être dans le secteur de la Casa di Lorco. C'est ce que va chercher à démontrer Franck Léandri durant les derniers jours de fouilles. Bien des millénaires après son abandon, ce dolmen a servi de carrière pour construire des bergeries et des habitats de fortune. Au XIXe siècle, les chercheurs de trésors ont dévasté la chambre sépulcrale, pillé les objets accompagnant le mort. Sans vergogne. Tiens, regarde Franck, je crois qu'on a trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Le squelette de ce tombeau fantomatique n'a pas livré tous ses secrets. Du mobilier funéraire subsiste de précieux restes, comme cette petite hache en jadéite, soigneusement polie. Trouvée aux abords de la chambre, elle a échappé aux destructeurs du monument. Bon, maintenant, c'est difficile de la rattacher à une période précise, fin 5e, 4e ou 3e millénaire. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de votif. Bon, on peut très bien penser qu'elle sorte du dolmen ou du monument plus ancien qu'on vient de mettre en évidence sous ce monument. Franck avait raison. Un édifice précédait la Casa di Lorco. Mais il n'en reste que ces dalles émergeant de part et d'autre de la chambre funéraire. Pourquoi les hommes le remplacèrent un jour par un dolmen dont l'aspect originel demeure tout aussi énigmatique? Gilles Tosello est archéologue, illustrateur talentueux. Il est venu jusqu'ici pour aider Franck à mieux comprendre et reconstituer l'histoire de la Casa di Lorco. Bon, Gilles, on vient de finir les fouilles. Elles ont montré qu'il y avait un dolmen à cet endroit qui devait être englobé dans un tumulus de pierre. Ce dolmen devait disposer d'un couloir d'accès qui est matérialisé par ces dalles de champ. Par contre, moi j'ai l'impression qu'il se superpose à un monument plus ancien. Donc on a du mobilier de la fin du 5e millénaire, des petits fragments de petits vases. On a surtout des dalles qui sont dressées, tu vois, à l'arrière du chevet du dolmen. Et on a aussi ces dalles tout autour là, qui devaient former les restes d'un ancien tumulus. Donc je ne sais pas ce que tu as à me proposer par rapport à tout ça. Alors, on peut peut-être imaginer comme monument, comme état antérieur du monument. Ici, les dalles aujourd'hui à plat qui étaient redressées sur champ, donc qui formaient un cercle. Vous faites quelque chose de comparable au coffre voisin. Oui, exactement, avec donc un remplissage de petites pierres à l'intérieur. Qui devait monter jusqu'à la dalle de couverture. Une dalle de couverture ici sur le coffre, et puis là, on verrait le reste de la dalle de chevet. D'accord. Il y a plus de 6000 ans, sur cette petite hauteur, des hommes bâtirent un monument pour abriter la sépulture d'un des leurs. C'était probablement un coffre délimité par un cercle de pierre. Une construction aussi élaborée pour l'époque devait abriter la dépouille d'un personnage important de la communauté. Telle devait être également la fonction du dolmen qui lui succéda, quelques millénaires plus tard, preuve du caractère sacré des lieux et de leur pérennité à travers le temps. L'architecture funéraire évoluait ainsi vers des formes plus imposantes. Un couloir d'accès précédait la chambre mortuaire, une grande première pour la Corse. Tout autour, délimité par des parements concentriques de dalles, le tumulus protégeait l'espace sacré, ouvert vers le levant. Quel était le statut du défunt? Un chef? Un chaman ou un guerrier valeureux? Un enfant sacré ou un homme-dieu? Son existence même s'est évanouie dans les limbes du temps.
Les dolmens du Monterewinco semblent orientés en fonction des astres. C'est ce que pense Jean-François Santucci, scientifique de l'Université de Corte. Il étudie les croyances et les pratiques astronomiques des sociétés anciennes. Je voulais te montrer, Franck, sur cette photo, prise de l'intérieur du domaine de l'Ourcq, le jour du solstice d'hiver. On voit très bien que le soleil se lève donc en face de l'orientation. Et cette même photo aurait pu être prise du dolmen du Monterewinco, puisqu'il est aussi orienté vers le solstice d'hiver, vers le lever de soleil. De la même façon, le domaine de l'Ourcq a aussi une orientation particulière qui est le solstice d'été. Donc c'est une constance dans les dolmens de Corse. Les orientations se font vers les levées de soleil entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. C'est d'ailleurs une constante dans le bassin méditerranéen. La symbolique du lever de soleil devait représenter pour les constructeurs une sorte de renaissance de l'âme des personnes qui sont enterrées dans le dolmen. Au moment où le dolmen est bâti, les maisons de la Cima di Zuarella sont déjà abandonnées. Le 3e millénaire marque les premiers conflits en Méditerranée, qui poussent les hommes à se réfugier sur les hauteurs. À quelques centaines de mètres de la Casa di Lorco, Franck a repéré des traces d'occupation humaine au sommet de cette petite montagne, le Monte Odio. Mais il faut redescendre au sud de l'île, dans la vallée du Taravo, près de Propriano, pour observer les vestiges les mieux conservés des premiers habitats fortifiés. Au sommet de cette colline, une petite communauté s'est installée, il y a 5000 ans. Profitant de la proximité d'un étang, riche en ressources alimentaires et propice à l'artisanat de vannerie, les hommes de l'âge du cuivre ont construit une quinzaine de maisons sur ces terrasses ensoleillées. Elles étaient faites de murs très solides, 1,50 m d'épaisseur, et vraisemblablement surmontées d'un grenier. Le site dit Calanchi est fouillé depuis 1989 par Joseph Cesari, qui a pu suivre l'évolution de ce hameau préhistorique durant le 3e millénaire. L'habitat a évolué sur ce millénaire, il a évolué puisque nous voyons que nous avons au départ des maisons assez grandes, en tout cas une grande maison sur la terrasse derrière nous, une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés de surface intérieure, qui va être réduite. Dans un deuxième temps, va passer une maison d'environ 60 mètres carrés pour aboutir et terminer à une maison qui fera moins de 30 mètres carrés. Enfin, parallèlement à l'utilisation, je dirais, des espaces ouverts, on voit que la partie haute du site, qui est la plus défensive, celle qui permet de dominer l'ensemble des terrains et la plaine et la mer, eh bien cette partie-là se structure. Et nous rencontrons, outre un petit monument circulaire qui est établi à l'ouest, nous rencontrons une enceinte qui ferme le site à l'est et qui est elle-même structurée par des petites tours qui sont placées, je dirais, à ces deux extrémités et qui surveillent en quelque sorte les deux points faibles de cette enceinte. Signe des temps, parallèlement à l'édification des premières fortifications, l'invention de la métallurgie permet à l'homme de fabriquer des objets en cuivre et surtout des armes plus performantes, comme ce poignard découvert à Calanchi. La fin du 3e millénaire et les débuts du 2e millénaire voient se constituer des sociétés de plus en plus belliqueuses et de plus en plus structurées, qui vraisemblablement ne permettent plus à l'habitat d'être complètement ouvert, d'être complètement, je dirais, non protégé. À 5 km de là, Ontorba représente un parfait exemple de l'évolution vers un habitat fortifié. Appelé Castello en Corse, ou Nuraghe en Sardaigne, ce type d'architecture est mieux connu depuis les fouilles conduites ici par Joseph Cesari. Surplombant le golfe du Valinco, le mur d'enceinte de 3 mètres de large protégeait un édifice en forme de tour, la Torre, qui s'élevait à 6 ou 7 mètres du sol. Cette muraille devait impressionner les plus téméraires des assaillants.
Les 2 pièces principales de la Torre abritaient les membres de la communauté et servaient aux activités de la vie quotidienne, comme en témoigne cette meule, intacte. Prenons la place d'un fantassin à l'assaut de cette petite forteresse. Pour pénétrer dans l'enceinte, nous devons franchir cette porte en forme de sablier. Étroite en son centre, elle ne laisse passer qu'un seul individu à la fois. Arrivé à l'intérieur, le bouclier nous protège des flèches jaillissant de cette archère, placée dans l'axe de l'entrée. Il nous faut éviter aussi les pierres jetées par les défenseurs depuis le haut de la tour. Vite, ruons-nous vers l'entrée de la Torre, en serrant notre épée. L'assaut n'est pas terminé, loin de là. Les aspérités du sol freinent notre progression dans cet étroit couloir. Enfin, nous voilà au rez-de-chaussée de la Torre. Nos adversaires se sont réfugiés à l'étage. Nous atteignons la terrasse de la Torre. Le combat fait rage, mais nous permet de conquérir la place. À notre tour, depuis cette terrasse, nous pourrons surveiller les environs et nous défendre des futurs agresseurs. À l'orée du second millénaire, l'homme s'engage de plein pied sur le sentier de la guerre. Au bout de ce chemin de l'Alta Rocca nous attend un autre castello, Cucuruzzo. Fouillé dans les années 60 par Roger Grosjean, c'est le plus connu de l'île. Le mur d'enceinte, en partie restauré, s'élève entre 3 et 5 mètres. À l'intérieur de l'enceinte, plusieurs espaces sont visibles. Il s'agissait peut-être de loges destinées aux travaux de la vie quotidienne. Les 3 diverticules s'ouvrant au sud servaient probablement d'aire de stockage. Au nord, derrière ces gros rochers, une tour de 8 mètres de diamètre dominait l'ensemble. Elle comportait une pièce principale servant de lieu de réunion. Retour dans les agréates. Les fouilles sont terminées depuis 6 mois. Au début du printemps, Franck revient sur le site en compagnie de Jean Guilaine, professeur au Collège de France et éminent spécialiste du peuplement des îles de la Méditerranée. Franck tient à lui montrer la tombe en coffre, bâtie à proximité de la Casa di Lorco. Ce monument vient juste d'être daté, grâce à la technique du carbone 14. Son âge, 4200 ans avant Jésus-Christ, recule d'1 millénaire l'émergence du mégalithisme en Corse, comme le prévoyait Jean Guilaine depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de cette datation aussi ancienne? Je pense qu'on est là, en fait, aux sources du mégalithisme méditerranéen. Des monuments de ce type, des caissons sépulcraux, il en existe en Sardaigne, ici même en Corse, dans le midi de la France, en Catalogne, dans le sud-est de la péninsule ibérique. Ce sont des monuments de la seconde moitié du 5e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire qu'on est en concordance chronologique avec les premiers dolmens à coups noirs de Bretagne ou du centre-ouest, comme Barnenay, Guignoc, Bougon, n'est-ce pas? Donc ces monuments sont très vieux, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de la proximité entre les habitats et les tombes? Je pense qu'on est ici à la naissance même de la notion de nécropole,
au 6e millénaire, au début du 5e millénaire, au cours du néolithique ancien, les morts sont séparés des vivants. Ils ne sont pas regroupés, les morts. La communauté agropastorale qui vivait ici a tenu à garder ses morts auprès d'elle. Donc, il y a cette complémentarité entre les vivants et les défunts qui est réellement recherchée. Et cela démontre un ancrage au sol, évidemment, très, très fort, beaucoup plus fort qu'au début du néolithique. Et cet ancrage, d'ailleurs, va se perpétuer dans la durée, puisqu'on a des monuments plus récents qui montrent que la communauté a pérennisé son établissement sur un espace donné. Finalement, comment voyez-vous les relations sociales au sein de ces premières communautés ? Mais il semble que dès cette seconde moitié du 5e millénaire, déjà des formes de complexification sociale commencent à travailler cette société. Si vous regardez les caissons de la même époque de Sardaigne, vous voyez que dedans, pour des sujets déterminés, il y a, les accompagnant dans la mort, des objets de prestige, des masses d'armes, des armes, des parures, des bijoux divers. Donc il y a probablement déjà à cette époque des personnages en vue qui occupent le devant de la scène et des dominés. Au fond, la hiérarchisation, la pyramide sociale est déjà probablement en marche. Conforté par Jean Guilaine dans ses hypothèses, Franck Léandre y arpente les flancs du mont Téréwinck pour contempler le site archéologique. Au terme de 10 années de fouilles riches en enseignements, il connaît mieux que quiconque la vie des premiers habitants de la Cima di Zuarrella. Les images de ce lointain passé envahissent son esprit, et avec elles, 3000 ans de la préhistoire corse. Bien des siècles après l'abandon du site, d'autres voyageurs arriveront du large et s'installeront sur l'île. Étrusques ou mycéniens, ils viendront de diverses régions de la Méditerranée, amenant de nouveaux savoirs. Avec eux, la Corse quittera la préhistoire définitivement. Mais ceci est une autre histoire.